Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui après ce week-end des classiques des feuilles mortes, après le Tour de Lombardie samedi et Paris Tour dimanche, les deux principales classiques de fin de saison, le dernier monument et la dernière course en ligne sur le territoire français de la saison, Paris Tour, avec une course qui a vu à nouveau Tadej Pogačar s'imposer le Tour de Lombardie et de l'autre côté Paris Tour, victoire italienne d'un coureur qui avait déjà gagné, Matteo Trentin, mais une course qui était beaucoup plus animée. On va prendre le temps dans ce podcast de revenir sur ce qui s'est passé ce week-end avec notamment donc, le Tour de Lombardie, Paris Tour, et on fera un focus quand on parlera du Tour de Lombardie sur Tadej Pogačar qui a fait une saison encore une fois bah écoutez, on verra comment la qualifier dans ce podcast avec notre équipe du jour. Je vais vous la présenter déjà. Anselme pour commencer. Salut Anselme. Salut Mathieu, salut tout le monde. On est aussi avec Hugo. Salut Hugo. Salut tout le monde. Et on complète notre équipe avec Geoffrey. Salut Geoffrey. Salut Mathieu, salut à tous. Et bien voilà, avec tout ça, vous avez le programme. Attention au départ, chasse patate, c'est parti. Alors donc on va commencer par parler de la course de samedi déjà, le Tour de Lombardie en l'occurrence, qui a donc été remporté par Tadej Pogačar une nouvelle fois, le Slovène qui s'est imposé pour la 5e année consécutive depuis 2021. Le Tour de Lombardie n'est remporté que par Tadej Pogačar, ce qui a permis aux Slovènes d'aller égaler le record de victoire de Fausto Coppi. Si je devais vous faire un petit résumé comme les dernières fois sur les courses d'un jour, là ça va tenir en 3 phrases peut-être. Il y a eu une échappée, une bataille pour une échappée avec une bonne douzaine de coureurs à l'avant, avec notamment Quinn Simmons qui a très bien résisté dans le final. Puis dans le Passo di Ganda, Tadej Pogačar a attaqué à 36 km de l'arrivée, il me semble. Et puis il a rapidement repris Quinn Simmons, le dernier escapé de l'échappée, puis c'est en allé gagner en solitaire. Derrière, c'est arrivé un petit peu en ordre dispersé. Remco Evenepoel, 2ème à 1 minute 48. Michael Storer, 3ème à 3 minutes 14. Puis Quinn Simmons, 4ème, et Isaac Del Toro, qui règle le groupe pour la 5ème place, où il y avait notamment Paul Sexas, le jeune français, qui après un superbe enchaînement mondial Europe, vient prendre la 7ème place, donc top 10 de son premier monument de la saison. Le rappel des faits, pour qu'on sache un petit peu de quoi on parle, pour ceux qui n'auraient pas forcément suivi la course samedi. Mais déjà, du coup, messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Tour de Lombardie dans l'ensemble? Hugo, tiens, pour commencer, qu'est-ce que tu en retiens, toi, de ce Tour de Lombardie? Bon, à peu de choses près, c'était la même chose qu'au championnat d'Europe. Pogačar est parti tout seul, il y a eu Remco qui a fini par se détacher derrière, et puis une échappée un peu intéressante au début, mais voilà, il n'y a pas eu trop de surprises dans ce sens-là, si on peut dire. Tu t'attendais à ce scénario, quoi? Bon, globalement, oui, même Jair Pogačar qui part, Evenepoel qui fait 2ème derrière tout seul, c'est ce qu'on avait eu aussi l'an dernier sur le Lombardie, etc. Donc c'est pas la surprise de l'année, c'est sûr. Ça oui, il y a eu des courses plus surprenantes, c'est sûr. Anselme, qu'est-ce que tu as pensé de ce Tour de Lombardie, toi? Ouais, moi j'avais dit que c'est comme souvent avec Pogačar, c'est un peu sans saveur. C'est bon, on a le programme avant le départ et puis ça change pas grand-chose. On sait, il part tout seul, c'est fini, point. Donc on perd le côté attractif, le côté de on a un favori, mais qu'est-ce qui va se passer là? C'est on a un favori qui va faire 2ème. Et encore, c'est peut-être même qui va faire 3ème, parce que là, ouais. Avec championnat du monde, championnat d'Europe, Tour de Lombardie, saison, ça fait 3 fois qu'on a Remco Evenepoel 2ème en solitaire, derrière Tadej Pogačar qui gagne en solitaire. Un petit côté répétitif sur cette fin de saison, en effet. Geoffrey, pour terminer le tour de table, qu'est-ce que tu retiens, toi, de ce Tour de Lombardie remporté pour la 5e fois par Tadej Pogačar? Bon, pas mieux que ce qu'il vient de dire, pour ajouter le côté stat à cocher de Tadej Pogačar avec 5e d'affilée, puisque ça, c'est une qu'on va ressortir pendant très longtemps. Mais aussi par rapport à la course en elle-même, que le Tour de Lombardie, c'est mieux quand ça se termine à Comme qu'à Bergame. Oui, parce que là, on était sur le parcours, en effet, qui faisait comme Bergame. Donc on avait l'enchaînement final avec Passo della Crosetta, puis Passo di Ganda.
Bon, c'était le même parcours qu'en 2023 où Pogačar avait déjà gagné en solitaire. Avec un peu moins de marche quand même. Il y avait 52 secondes à l'époque. Là, c'est quand même 1,48 d'avance sur Remco Evenepoel. Mais bon, si on essaie de comprendre pourquoi ce Tour de Lombardie vous a pas vraiment emballé, ça serait quoi les raisons, un petit peu pour expliquer que ça a été un petit peu rébarbatif, on va dire. Je sais pas si vous avez d'autres termes, mais Geoffrey, peut-être, quelle explication c'est quoi? C'est à cause de Pogačar? C'est à cause du parcours? Ça peut être à cause de Un quoi? peu les deux, mais il y a surtout que les victoires de Pogačar deviennent toutes systématiquement chiantes. Pendant longtemps encore, on savait pas à quel moment il attaquerait, il pouvait y avoir une surprise, il partait un petit peu de moins. Alors, ça changeait pas le dénouement sur ce qui se passait après, mais une victoire dans Liège-Bastogne-Liège où il attaque dans la première partie avant même la pente à la Redoute, par exemple, au moins ça surprend. Les Strade Bianche, quand ils bougent à 80 bornes de l'arrivée, les mondiaux, je parle pas de ceux de cette année, mais ceux de l'année dernière, qu'on le voit partir aussi loin, Il y a la ça tue le surprise. suspense, mais il y avait la surprise de quand il attaquerait là. Un peu comme aux mondiaux, on savait exactement l'endroit où il attaquerait. Il a attaqué pile là, ça a été plié pile là, tout pareil. Et serait sur le gâteau, là, ça fait on enchaîne encore le fait qu'il n'y a même pas de suspense pour la deuxième place en plus derrière. Donc, ça donne malheureusement des courses qui sont sans intérêt. Et bah forcément, on s'emballe pas. Parce que savoir à l'avance qui va gagner, c'est quand même quelque chose qui arrive très souvent dans l'histoire du vélo. Même sans vraiment le savoir, on a le fort ressenti d'un immense favori qui va peut-être aller gagner la course. Mais c'est jamais complètement fait, il peut y avoir des trucs, mais là, c'est non seulement on sait qui va gagner, mais on sait qu'il va finir deuxième, et on sait comment il va gagner, et on sait exactement tout ce qui va se passer, où ça va se passer. Et regarder la course n'a plus le moindre intérêt, malheureusement. Ouais. C'est vrai que j'avais vu ce week-end Arnaud Delis en interview avant Paris Tour qui disait quand t'es favori, t'as plus de chances de perdre que de gagner. Bon, ça s'applique à tout le monde sauf à Pogačar, quoi. Après, Geoffrey, tu parlais aussi un petit peu avant du parcours, le fait que c'est plus intéressant quand on arrive à Côme plutôt que quand on arrive à Bergame. Là, cette année, on arrive à Bergame. C'est quoi qui te plaît moins sur ce parcours de Bergame? Bah, de l'autre côté, alors déjà ça va dépendre aussi de si on part par Sormano ou pas, mais entre la côte de Civiglio et celle de San Fermo della Battaglia, ça fait 2 endroits potentiels pour que ça bouge dans le final. Là, bah, il y en a qu'un d'endroit où bouger. Oui, le Passo di Ganda. Ouais, ou alors si ça se fait, bah, sachant que derrière il y a le Colle Aperto pour finir un petit peu la bagarre entre les favoris si jamais c'est pas le cas, mais ouais, enfin. Alors ça a peut-être été le cas derrière pour la 5e place, mais on l'a pas vu. On n'avait aucune image de ce qui se passait derrière. Ouais, bah c'est aussi le souci. Enfin, Pogačar est tellement loin devant, et là ça fait plusieurs courses qu'on a Remco tellement loin devant les autres. C'est logique que la moto caméra 1 reste avec le premier, que la moto caméra 2 reste avec le deuxième. Oui. Ça forcément. Il n'y a pas 10 motocaméras pour suivre la course. On se plaignait il y a quelques années, à juste titre d'ailleurs, de la surabondance de motos dans tous les sens. Là, c'est pas pour en remettre une sur chaque coureur non plus. Oui. C'est sûr, ça serait pas mal. Non, mais une fois qu'il est parti, Pogačar, on peut mettre les motos derrière et puis on se contente des karma fakes à l'arrivée, hein, ça changera pas grand-chose. Non, parce que tu restes toujours dans l'éventualité où il se passe un truc, il se casse la gueule dans un virage, ou on sait pas quoi, et c'est un truc qu'il faut pas manquer en fait. Les caméras, là, elles se retrouvent à rester avec le premier, avec le deuxième. Parce que si jamais il se passe quelque chose, faut être certain de pas le manquer. Bon, au pire, il suffit de donner la caméra à Pogačar directement, ça sera plus simple. Alors peut-être ça lui fera du poids sur le vélo, peut-être. Ça doit ajouter un peu de suspense. Il fera un petit handicap. Pour ça qu'il a pas gagné au Pogi Challenge ce week-end, dimanche après. Faut lui donner un handicap, c'est peut-être ça, hein, solution. Non, ou alors faut adapter les courses aussi aux coureurs qui les font et à comment ça se court. Et à partir du moment où Pogačar écrase tout dans ces circonstances-là, pourquoi ne pas finir avec 40 bornes sans difficulté ou 30 bornes sans difficulté? Bah, parce qu'il va les faire en solo, les 30 bornes sans difficulté. Ouais, mais derrière, ça s'arrange pas de la même manière, ça se bat pas de la même manière, en sachant qu'il faut en garder un peu si t'as une côte dans le final. Le Colle Aperto sert plus vraiment à grand chose dans cette configuration de course-là.
Oui, Je vais pas dire non plus qu'il faut revenir à un Tour de Lombardie type années 50 qui se termine à Milan où il n'y a pas une côte dans les 70 derniers kilomètres. Mais Sinon, mais du tout plat, hein, comme ça, on a un Jonathan Milan qui gagne, et puis c'est toute l'Italie qui est heureuse. Hein. non, tu peux mettre un peu plus dur et comme ça t'as un doute avec un Ghana dans l'échappée. Anselme, toi justement, si on essaie de comprendre un petit peu pourquoi ce Tour de Lombardie, il t'a pas vraiment super emballé, ça serait quoi la raison principale, ou peut-être il y a plusieurs raisons qui expliquent tout ça? Bon, il y en a qu'une, hein. Il est au-dessus, trop fort, et du coup, bah, on perd, il n'y a pas de suspense. Tu sais quasiment, alors tant qu'il est pas parti, t'as l'espoir qu'il y en ait un qui s'accroche, mais là, tu vois, au moment où il part, c'est à peine une attaque, et il n'y en a pas un qui fait l'effort. Ils sont déjà là à se battre pour la 2e place, donc c'est pas très intéressant. Hugo, est-ce que t'as une autre idée, une autre proposition à apporter à tout ça? Oui, c'est vrai que psychologiquement, je pense, je peux pas me mettre à la place des coureurs, mais t'as tellement l'habitude que quand Pogacar il attaque, bon bah c'est bon, il part, il a gagné tout ça, que je sais même pas s'ils essaient de suivre en fait. Alors que Il on me a semble pu que... voir, même si c'est rare, mais on a vu cette année sur l'Amstel, Skelmos et Evenepoel qui sont revenus et Pogacar a perdu. Donc je me demande à quel point il n'y a pas aussi presque un blocage psychologique de bon bah c'est bon, il est parti, on va se battre pour le podium et puis voilà quoi. Après, il me semble que Evenepoel, là, sur l'attaque de Pogacar dans le Passo di Ganda, a même pas cherché à essayer parce que la puissance nécessaire était beaucoup trop haute pour lui, quoi. Il y a peut-être un peu de ça aussi. Bon, ça permet de débroussailler, de comprendre un peu pourquoi est-ce qu'on râle aussi. On reviendra un peu plus tard sur Tadej Pogacar. Déjà, si on regarde aussi ce qui s'est passé en dehors donc de Tadej Pogacar sur ce Tour de Lombardie, pardon. Est-ce qu'il y a des éléments en particulier que vous retiendrez de cette course, hein? Moi, j'ai les 3 S. Sexa, Simon, Storer. Sexas parce que 19 ans, fin de saison hyper solide, top 10 d'un monument, le plus jeune depuis Geoffrey nous dira quand. Et, 1917. Ah voilà, j'avais vu la stat mais j'ai pas retenu. Donc c'est impressionnant cette fin de saison. On savait que il serait attendu après son championnat d'Europe. Et bon, il fait une super course. Maintenant, ça va être l'après qui sera peut-être on va dire, plus attendu encore. Mais donc, il était hyper fort. Simons, qui a été monstrueux. Hein, s'il n'y a pas Pogacar, on se demande s'il va pas au bout. Oui, parce qu'en plus, faut pas oublier que c'est quasiment lui qui lance l'échappée. Hein, c'est des premiers attaquants. Je crois que c'est lui qui part au kilomètre 0. Ouais, voilà, ouais. Donc, et puis il résiste à tout le monde, il fait péter tout le monde. Enfin, ouais, il fait plus de 230 bornes devant. La performance est assez folle. Et à la pédale, ça laisse promettre de très jolies choses pour la suite sur les autres classiques. Et Storer qui va chercher un premier podium sur un monument et un premier résultat, je pense, sur une grande classique. Parce que j'ai pas le souvenir qu'il ait déjà été placé. Et puis, du coup, podium pour une Conti Pro sur un monument. Je sais pas quand ça remonte, je sais pas si on a eu récemment. Mais ça vient un peu conclure la super saison de Tudor, qui, on va dire, se pose en sérieuse candidate, peut-être au World Tour dans le futur, je sais pas quelles sont leurs ambitions, mais en tout cas au wildcard automatique. Oui, ça il me semble. Alors pour en effet l'accession au World Tour en 2026, ça va être trop juste pour Tudor, parce que ça prend les points des 3 saisons précédentes. Par contre, en effet, pour les invitations automatiques à toutes les courses World Tour, la Tudor a une très très bonne marge en première position des meilleurs pro teams. Donc à ce niveau-là, ça va le faire sans trop de problèmes. Hugo, Anselme nous a pas mal débroussaillé le terrain avec Quinn Simmons, Michael Storer, Paul Sexas. Toi, qu'est-ce que tu retiens derrière Pogacar de ce Tour de Lombardie? Qu'est-ce qui t'a marqué? Non, mais j'avais noté Storer aussi, bon, c'est un coureur que j'aime bien. Et pour revenir aussi sur sa saison, parce que donc là, il finit avec le podium et il gagne une étape, il fait 5e de Paris-Nice, il fait top 10 sur le Giro, il gagne le Tour des Alpes, etc. Il a fait une saison assez solide, enfin assez solide même.
ça, sans doute sa meilleure saison depuis. Et il est, j'ai regardé, il est 27e au classement UCI. Donc c'est quand même une très belle saison qui conclut comme ça. Et ça donne envie de voir la suite. Ouais, c'est sûr que oui, il a fait une sacrée saison. Je crois que les supporters de Groupama FDJ auraient bien aimé la voir avec ces jambes-là quand il était dans l'équipe française. Geoffrey, pour finir, est-ce que tu as quelque chose à ajouter en plus sur tous les résultats qu'on a? On peut rajouter par exemple Remco Evenepoel qui vient encore faire deuxième. Voilà, j'avais noté Sexas top 10 de son premier monument, seulement 19 ans et quelques jours. Non, quitte à rajouter les trucs, c'est aussi la surprésence des UAE qui en mettent encore 3 dans les 10, quoi. C'est vrai, parce qu'il y a Tadej Pogacar premier, Isaac Del Toro 5e et Jay Vine 9e et Adam Yates 11e. Pas loin. Voilà, 4 dans le top 11. Ouais. Donc c'est ça, c'est non seulement ils gagnent, mais en plus ils sont présents partout, tout le temps, ce qui a un côté un peu lassant. Et en autre chose que j'ai pas remarqué sur le moment, et je m'en suis rendu compte en regardant le classement après, c'est l'absence de coureurs italiens. Oui, c'est vrai. Parce que le premier italien, c'est Christian Scaroni, qui est 15e, devant David. C'est ça, mais ces dernières années, il y en avait toujours à peu près un qui cachait l'absence générale. Enfin, Ciccone qui vient faire un podium à 17 minutes de Pogacar l'année dernière, ou Baggioli qui est là, on sait pas trop pourquoi. Mais là, il y avait rien. Et c'est surprenant sur les courses italiennes de ne pas voir de coureurs italiens. Ça montre malheureusement une pas nécessairement excellente santé du cyclisme italien de très haut niveau. C'est vrai. Alors c'est pas. En tout cas, quand la route s'élève. Oui, parce qu'après il y a Jonathan Milan et Filippo Ganna. Jonathan Milan, ça va. Voilà, c'est quand même pas trop mal en termes de niveau. Mais oui, c'est vrai même Ciccone, c'est pas dégueu sur le papier. Oui, mais je veux dire en termes de. Ciccone, tant qu'il chute pas, ça va. Ouais. Mais c'est vrai que oui, il y a les Italiens qui ont pas été, qui ont pas pesé sur la course. Alors c'est pas le plus mauvais résultat du meilleur Italien sur le Tour de Lombardie, puisque 2019, je vois qu'on avait Giovanni Visconti 17e et premier Italien. Je suis pas allé remonter plus loin encore, mais m'étonnerait pas que ça soit la pire meilleure place d'un Italien. Mais c'est vrai qu'en effet c'est quelque chose qu'on peut noter aussi. Voilà, après côté français, on peut aussi noter Lenny Martinez qui vient de prendre la 12e place de ce Tour de Lombardie. Voilà, je sais pas si vous avez encore autre chose à noter par rapport au classement, par rapport au déroulé de la course, à l'implication. À la limite, ouais, ça a déjà été dit, mais c'est Paul Sexas, les mondiaux lui ont fait du bien parce que une course avec beaucoup de dénivelé et 240 km et il s'aide dans le coup pour jouer une place d'honneur. En essayant de se défendre autant que possible, quand la course devient difficile, donc ça continue de montrer l'étendue de son talent et ce qu'on pourra en attendre par la suite. Oui, ça c'est sûr. Parce que faut encaisser les 240 km, les 4500, 4600 de dénivelé et toute la saison. Parce que même s'il a eu quelques coupures par moment... Oui, alors c'est vrai qu'il a pas beaucoup couru, parce qu'il a une 30aine de jours de course seulement, on va dire, entre guillemets. Non, mais dès le 1er ou le 2 février, je sais pas c'était quel jour, on le voit être dans le coup à la Marseillaise. Ah oui, bien alors, sûr. C'est que une Coupe de France, mais... il était là très tôt dans la saison, ça oui. Il a pas couru, effectivement, il est pas à 75 jours de course, parce que ça l'aurait complètement cramé, mais dès qu'il était là, il était présent. Oui, il a ciblé ses objectifs, on va dire. Mais qui a été un petit peu réparti tout au long de la saison, avec le Tour des Alpes en avril, le Critérium du Dauphiné en juin, puis là cette fin de saison avec Tour de l'Avenir en août, puis l'enchaînement mondial, Europe et donc le Lombardie derrière. C'est quand même très costaud à 19 ans, quoi. Ouais, et par rapport à Paul Sexas, juste un petit instant coup de vieux. Son interview sur France Inter, quand il évoque Voeckler, il le connaissait en l'ayant vu à la télé quand il était gamin. Je me suis rendu compte en voyant ça, en fait, il était pas né pendant la première épopée en jaune de Thomas Voeckler. Il est né 2 ans après. Donc voilà, il avait pas encore 5 ans en 2011 quand Voeckler fait son autre numéro en jaune. C'est vraiment oh la vache. Alors, en termes de coup de vue, on va avoir aussi probablement, j'ai pas fait gaffe, mais dès l'année prochaine, des coureurs qui vont passer pro, qui seront nés après la dernière victoire
française sur une course par étape pour le Tour. À moins que ça soit battu dès cette semaine, sur le Tour de Guangxi. Mais, parce que l'an prochain, on va avoir des 2007 qui vont passer pro. Donc, oui, pour en remettre un petit coup de vieux. En effet. Merci Geoffrey. Mais oui, ça me permet de bien illustrer à quel point Paul Sexas, il est jeune et que, il dépasse beaucoup d'attentes qu'on pouvait avoir à son sujet. Bon voilà, pour ce Tour de Lombardie, pas forcément très passionnant, donc pas forcément moult choses à dire, surtout qu'on va pas non plus essayer, chercher à beaucoup se répéter par rapport aux dernières semaines, mais j'ai envie qu'on évoque quand même le cas de Tadej Pogačar. Déjà un petit mot sur ce Tour de Lombardie, il en est à 5 participations, 5 victoires, il égale le record de succès qui appartenait à Fausto Coppi dans les années 40-50. Est-ce que ça veut dire que le Tour de Lombardie, pour Tadej Pogačar, c'est la course d'un jour parfaite? Bon, je pense que du moment que c'est suffisamment dur, c'est la course parfaite. Parce que là où il se fait battre aujourd'hui, c'est sur des Milan-San Remo, des Paris-Roubaix, où il y a moins de dénivelé. Mais sur un Liège-Bastogne-Liège ou un Lombardie, il va le gagner. Alors Liège, il a pas les mêmes stats parce que il l'a pas fait tous les ans, si je dis pas de bêtises. Et puis il avait chuté il a abandonné 2023. Ouais. 2022, je crois qu'il le courait pas. Oui, tout à fait. Non, il le courait pas. Donc il y allait moins souvent, de par, je pense, sa position dans la saison. Mais après, à chaque fois, ses 2 premières participations, il fait 18 et 3e. Mais c'était 2019-2020, donc c'était pas encore le Pogačar qu'on connaît vraiment. Et derrière, il a gagné à chaque fois, excepté une chute. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas de parcours parfait. Si c'est dur, c'est bon. Et puis sinon, il essaiera de faire au mieux. Mais ça veut dire podium, ça. Ouais, et puis bon, ça fait quand même Tadej Pogačar au terme de cette saison, il en est quand même déjà à 10 victoires sur des monuments en 20 participations, ce qui fait qu'il a un taux de réussite sur les monuments de 50%. J'avais regardé pour comparer Eddy Merckx, alors sur l'ensemble de sa carrière, donc ça permet de nuancer un petit peu, mais Eddy Merckx était à 37%. Bon, et on peut aussi noter que Mathieu Van Der Poel, lui, est à 38% avec 8 victoires en 21 participations. Permet de faire une sorte de petit comparatif. Il a fait, hormis Liège 2019 et Milan-San Remo 2020, tous ces monuments, il les finit dans le top 5. Ouais. C'est dire la régularité. Parce que aussi, Tadej Pogačar, il est devenu cette année le premier coureur à finir sur le podium de tous les monuments dans la même saison. Parce qu'il il remporte donc le Tour de Lombardie, il remporte Liège-Bastogne-Liège, il remporte le Tour des Flandres, il fait 2e de Paris-Roubaix et il fait 3e de Milan-San Remo. Voilà, ça place le coureur, quoi. Et justement, si on regarde un peu la saison de Tadej Pogačar, j'avais vu après le Tour de Lombardie, il disait « Ça fait 7 saisons que je dis que c'est la meilleure saison de ma vie, mais oui, celle-ci est ma meilleure et de loin. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que 2025, c'est encore une fois la meilleure saison de Tadej Pogačar par rapport à tout ce qu'il a fait par le passé? Non. Pourquoi? Toi, tu préfères 2024, Anselme? Ah ouais, pour moi, le doublé de Giro, Tour, mondiaux, et tu rajoutes Liège et Lombardie, c'est plus fort que ce qu'il a fait cette saison. Le Giro Tour, on disait que personne le referait depuis Pantani. Enfin, tous les gars qui s'y étaient essayés ont échoué, et puis même en termes de fatigue que ça entraîne, la préparation, hein, pour moi c'est bien au-dessus de sa saison de cette année. C'est ça, et puis les derniers doublés de Giro Tour, c'était Pantani ou Indurain, enfin c'est les mecs qui étaient vraiment concentrés que sur ça. Et lui, non seulement il gagne les deux, mais l'année dernière il gagne aussi le Lombardie, il gagne aussi Liège, il est champion du monde, enfin donc c'est... Et puis il faut voir le Giro et le Tour qu'il gagne. Ouais, il gagne 12 étapes de grand tour. Oui, c'est écrasé. Je veux dire, dans le monde d'avant Pogačar, un coureur qui gagne le Tour de France avant 6 étapes, ça suffit. Est-ce qu'on classe ça parmi pour une saison exceptionnelle, le genre de truc qu'on voit jamais? Lui, non seulement il fait ça, mais à côté, il y a 2 monuments, champion du monde, et puis allez, un petit doublé de Giro Tour. Oui, et puis gagner 6 étapes, et c'est aussi gagner 6 étapes sur un grand tour en étant grimpeur, parce qu'on avait souvent l'habitude de voir surtout les sprinters engranger beaucoup de victoires
sur un Ouais, grand bah tour. alors quand tu mets 5 étapes pour sprinter et 17 étapes pour grimpeur, Ouais, forcément c'est c'est ça. plus facile pour qu'un grimpeur gagne 6 étapes. Forcément, c'est plus compliqué, oui, mais voilà, Pogacar il a réussi à gagner 6 étapes sur le Giro l'an dernier, 6 étapes sur le Tour de France. Bon, évidemment, Ouais, évidemment plus le classement général avec des marges monumentales, hein, quasiment 10 minutes sur le Giro, on le rappelle. Donc du coup, Geoffrey, toi, tu mets aussi 2024 devant 2025 pour Tadej Pogacar. C'est ça, je mettrais sur la saison 2024 devant 2025, même si la saison 2025 reste vraiment absolument folle. Heureusement, on va dire qu'il a pas su gagner Milan-San Remo au Paris-Roubaix. L'Amstel, c'est un peu derrière parce que c'est pas la même aura que ça, mais Oui, mais c'est vrai que si on regarde sa saison, Tadej Pogacar 2025, il gagne tout, sauf Milan-San Remo, sauf Paris-Roubaix, sauf l'Amstel Gold Race, et sauf Grand Prix de Québec. On va considérer que Montréal, il le gagne à 2 avec Brandon McNulty. mais c'est surtout si on prend les grandes échéances de l'année, donc les Oui. très grandes classiques et tout ça, ou juste une course où il est le très grand favori. Bah, il l'a pas perdu depuis le Tour 2023. Non, l'Amstel, pour moi, c'est une défaite cette année. Oui, t'as l'Amstel. Il n'était pas immense favori par rapport au tracé, même s'il y avait le Coberg dans le final. Ouais, mais quand même. Enfin, vu le dénivelé qu'il y a, et ils arrivent à 3, pour moi, au sprint, on sait qu'il va vite. Après, ouais, enfin, le dénivelé de l'Amstel, c'est après, pas non plus... on restait sur sa dernière participation à l'Amstel où il avait écrasé de loin en 2023. Alors certes, c'était, je crois, Ben Healy et Tom Pidcock derrière, c'était pas Remco Evenepoel. Mais il y avait matière à penser qu'il pouvait tenir en étant parti de loin. Sauf que justement, il sortait aussi de Paris-Roubaix, enfin, faut mettre ça dans le printemps évidemment. Où il a enchaîné les courses. Non, mais du coup, ça a permis de montrer que Pogacar n'était pas imbattable. Mais le printemps permet de rappeler qu'il n'est pas imbattable. Parce que derrière, il n'aura rien perdu. Sauf Québec, mais parce que l'échappée est allée au bout. Et oui, parce que ça court un peu n'importe comment. Mais oui, sinon, au printemps, il perd Paris-Roubaix et Milan-San Remo, c'est face à Mathieu Van Der Poel. Et après, l'Amstel Gold Race face à Remco Evenepoel, parce que Mathias Skjelmose ne serait pas rentré tout seul, même si c'est Skjelmose au final qui remporte la course. Mais bon, c'est vrai qu'il y a très peu de défaites de la part du Slovène. Pour moi, le point qu'aurait peut-être pu faire 2025 mieux que 2024, à part les monuments, c'est s'il avait ramené le maillot vert sur le Tour. Ouais, mais donc toi, t'en veux encore plus. Je suis pas sûr qu'on aurait beaucoup aimé, mais en termes purement statistiques, marquer l'histoire, etc., ça se serait posé là aussi, quoi. Ouais, non, mais déjà que les sprinters, on leur pisse au cul toute la saison avec des parcours et des barèmes scandaleux. Si en plus tu enlèves le maillot vert, là, c'est fini. Enfin, il faut qu'ils arrêtent le vélo. Mais alors... là, c'est aussi dans le sens où j'avais l'impression qu'ils pouvaient le jouer, enfin que. Ah bah oui. Donc voilà, et que je sais pas s'il aura encore une occasion aussi dégagée que ça. Bon, peut-être l'an prochain. Hein. Moi, le maillot vert. Non, voilà. Les 50 points, mur de Bretagne, tout ça, c'était n'importe quoi. Voilà. Ah oui, je dis pas que ça aurait été une bonne chose ou tout ça. Je dis que s'il l'avait fait, ça aurait forcément pesé dans le caractère historique. Après, par rapport au Tour de France, puisqu'on revient sur la saison de Pogacar, je me dis, il a peut-être raté là cette année l'occasion d'écrire l'histoire sur ça. S'il avait dit dès le départ, je fais que ce grand tour-là, mais il y a que des arrivées en altitude, j'essaye de gagner les 8 étapes. J'essaye de marquer l'histoire du tour, le record à 8 étapes, c'est une année pour le faire, je vais essayer de le faire. À 8 étapes et les 3 maillots. Oui, toi, c'est un peu ce que tu reproches entre guillemets souvent un peu à Pogacar, Geoffrey, c'est de ce côté de il écrase tout, mais autant qu'il assume d'écraser tout et d'essayer de le faire vraiment complètement. C'est ça, il pouvait absolument tout écraser sur le Tour de France, et après on le revoyait pas avant les mondiaux et la fin de saison, et ça aurait été chiant, mais on va dire au moins il vient que sur une des 3 courses de 3 semaines de l'année. Bon, bah qu'il assume. Il en a fait qu'une déjà. Mais ça, il en a fait qu'une, donc il a déjà gagné 6 étapes, dans son idée, pour moi il y avait de quoi faire mieux, surtout en plus quand... Enfin, on n'était pas dans une situation où il était rassasié après ses 4 victoires, et où derrière il courait en laissant la course aux autres en disant bon bah c'est bon, j'ai gagné, j'ai mes 4 étapes, je suis en jaune, j'ai eu suffisamment d'avance, je peux être tranquille dans la dernière semaine parce que j'ai des objectifs après. Là c'était même pas ça, c'est son équipe qui l'a forcé à ne pas gagner, il boudait comme pas possible, c'était hyper arrogant et nul à voir. Enfin...
lui a dit ce week-end, il me semble que sur la fin de Tour de France, il avait mal au genou, apparemment il aurait hésité à abandonner à cause de ça, etc. Donc bon, ça peut éventuellement paraître de nuancer ou de donner une excuse, mais ouais, Anselme. Non, mais jamais il aurait abandonné avec l'avance qu'il avait. Enfin, à moins d'être vraiment et de pas pouvoir pédaler, mais il dit ça maintenant, mais je suis pas sûr qu'à un moment il s'est dit oh, j'ai le maillot jaune, 5 minutes d'avance, je vais abandonner. Ouais, sous la pluie dans Montmartre, on le voyait bien qu'il souffrait du genou. Bah oui, il a pas gagné l'étape. Ah non, c'est vrai, il a été lâché. Il a été distancé par Wout van Aert, donc... Ouais, il a dû avoir une petite rechute au Rwanda sur le chrono. Bon, bah du coup, vous mettez plutôt 2024 devant 2025. Ok, moi, j'aurais eu un peu tendance à mettre 2025 devant dans la mesure où 2025, il était à être sur davantage de terrains différents. Par le fait d'avoir été gagné le Tour des Flandres, de s'être aligné et faire deuxième sur Paris-Roubaix, et ensuite d'avoir été gagné le Tour de France, le Mondial, les championnats d'Europe, et tout le team. Il y avait ce côté-là que j'avais envie de dire. Ouais, mais le Rondeau, il l'avait déjà gagné. Donc, oui. On n'était pas non plus, si c'était sa première participation aux Flandres ou la première fois qu'il venait se frotter au classique. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté où il a davantage été dominateur l'année dernière que là cette année, où des fois, il a perdu l'Amstel. Il a pas cherché à aller au bout du bout des victoires sur le Tour de France. Donc c'est vrai qu'on peut aussi noter ça, en effet. Non, mais là il empile plein de stats, et si on fait des classements au point sur l'année, forcément il marque plus de points cette année que l'année dernière, mais l'impact du doublé de Giro Tour, enfin on se disait depuis des années que ce serait infaisable, et lui il l'a fait de manière hallucinante, tout en gagnant plein d'autres trucs à côté. Oui, c'est vrai. Enfin, des saisons comme ça, y a que Hinault, Merckx et Coppi qui les avaient fait. Parce que les autres, quand ils font le doublé de Giro Tour, il n'y a pas 50 trucs à côté. Mmh. Et là, dans l'histoire, tu le mettrais où, Geoffrey, Tadej Pogačar maintenant, avec ce qu'il a fait notamment 2024-2025? Compliqué à dire de façon objective, parce qu'il y a toujours un biais de récence qui vient jouer sur le ressenti qu'il y a dessus, mais on peut pas le placer encore au-dessus de Merckx. On se dit, avec tout ce qui va rester statistiquement, il va être devant Hinault. Maintenant, au point où on est exactement, on sait pas trop, mais... Ouais, là, on en est au niveau où ça se joue avec Merckx, quoi. Il gagne Milan-San Remo et ou Paris-Roubaix. On commence à se dire que ça joue. Il gagne les deux. Il est devant, avant même d'attendre la fin de sa carrière. Avant même d'aller remporter la Vuelta pour avoir remporté les 3 grands tours aussi, par exemple. On s'en fout presque, là, la Vuelta, franchement. Je sais pas pourquoi je t'ai posé cette question à toi. Non, mais même sans mettre ça, on regarde pas le palmarès de Fausto Coppi en se disant, ah là là, quel dommage que la Vuelta n'existait pas à sa carrière, il a pas pu la remporter, tu vois. Ouais, non, ok. Hugo, qu'est-ce que toi tu en dirais un petit peu pour essayer de positionner Pogačar dans l'histoire? Ouais, forcément, effectivement, comme ça vient d'être dit, comme on est en plein dedans, on est aussi plus marqué que quand on lit ça sur Wikipédia, sur les vieux journaux, etc. Après, on sort d'une période où on avait l'impression que c'était ultra spécialisé, etc. Et que lui vient exploser tout ça. Je pense que ça joue aussi sur le fait que je sais pas si on peut dire de la nouveauté, etc. Mais le fait qu'il ait complètement renversé ce qu'on supposait encore il y a 10 ans, ça doit jouer sur le fait qu'on ait l'impression qu'il a presque qu'il a refondé le cyclisme, quoi. Quelque chose comme ça, qu'il a relancé cette polyvalence, les grands raids, les choses comme ça. Oui, ce qui est pas propre à Pogačar après non plus. Evenepoel, par exemple, a réussi à le faire, mais Pogačar, il l'illustre extrêmement bien par tout ce qui se passe depuis 2020, en effet. Il y a pas mal de choses qui ont changé à ce niveau-là, en effet. Après aussi, par rapport à Tadej Pogačar et la perception qu'on peut en avoir de sa domination, j'avais noté une remarque intéressante sur un précédent podcast sur YouTube, un commentaire qui
qui évoquait les critiques qu'il peut y avoir par rapport à la domination de Tadej Pogačar, et le commentaire disait il y a que chez les podcasteurs français que je vois beaucoup parler de la lassitude des victoires de Pogačar, j'en entends moins se parler chez les Belges ou les anglophones par exemple, je me demande bien pourquoi. Est-ce que il y a peut-être un côté où on râle plus parce qu'on est français? Je sais pas. Non, parce qu'on aime le vélo. Donc toi, Anselme, pour moi, c'est normal qu'on râle, mais non. Après, je sais qu'il y en a qui sont fans de Pogačar et qui s'extasient. Enfin, il suffit de regarder les réseaux sociaux. Il y en a qui sont très très fans de lui, mais je pense que le fan de cyclisme pur est lassé de la performance, bien qu'exceptionnelle. donc on va dire, si je pose la question, est-ce que le fait que Pogačar domine tout à ce point, c'est une mauvaise chose pour le cyclisme? Toi, tu vas répondre oui. Ah bah ouais. Hugo? Bah, il suffit de voir ce qu'on a dit depuis le début du podcast, et on n'était pas plus motivé que ça par le Lombardie. Hein. C'est vrai, oui. Non, bah, oui, je pense qu'effectivement, ça peut lasser, pas forcément à grande échelle, mais pour les gens qui suivent tout le temps, effectivement, ils vont peut-être plus vite en avoir marre que les gens qui regardent que le tour, entre guillemets. Maintenant, par contre, ce qui risque d'arriver, ce serait aussi des incidents comme on a pu voir avec Froome ou avec Merckx, le coup de poing, etc. C'est ça, pour le coup, ça risque de faire aussi mal. Enfin, s'il y a des réactions à chaud, on va dire comme ça pourrait aussi faire du mal au cyclisme. Ouais, mais tu vois, c'est des trucs où il est moins antipathique qu'un Froome qui dégageait rien. Et puis Merckx, bon, je sais pas, ça remonte à trop loin, mais tu vois, Armstrong, j'ai pas souvenir qu'il soit fait frapper ou quoi que ce soit. Alors qu'au final, on était quand même sur de la domination et des suspicions, j'ai envie de dire, bien plus proches que ce qu'il y a autour de Pogačar, qu'à l'époque de Froome. Ouais, Froome, il avait le côté d'être l'équipe anglaise qui était un peu diabolisée partout. Là où aujourd'hui, UAE, Pogačar... il y a le côté peut-être aussi la façon de courir, quand on compare à Froome qui... Bon, c'était pas forcément très enthousiasmant, très spectaculaire. Pogačar, il domine, mais sa façon de courir, c'est complètement l'inverse de Froome. Et puis même en termes de communication personnelle, j'allais dire de choses comme ça. Enfin, je pense que l'impact des réseaux sociaux joue aussi forcément sur la perception que peut avoir le grand public de Pogačar. Oui, forcément, c'est quand on voit aussi tous les jeunes qui passent pro ou pas, hein, les jeunes cyclistes dans l'ensemble qui sont fans de Pogačar, qui l'admirent, il y a aussi d'une certaine manière le côté c'est incroyable ce qu'il fait, et admirer entre guillemets juste la performance et se dire si je peux arriver ne serait-ce à faire un dixième de ce qu'il fait, ça sera déjà magnifique. Il y a peut-être un petit peu de ça aussi pour contrebalancer le fait que il y a moins de suspense quand il est là sur une course, le fait qu'il fait des choses historique. On le voit sur cette dernière saison, et quand on en est à le comparer à Merckx, ça illustre bien tout ça. Il y a aussi, je pense, le changement de manière de consommer l'information en général, et sportive et cycliste en particulier. Le cyclisme de Pogačar se prête très bien aux réseaux sociaux, à une vidéo au format court qui se fait en 1 minute, tu revois son attaque et tu t'en fous presque du moment où elle a eu. Alors que Froome et les coureurs des années 2010, pour la plupart, on peut aussi mettre dans un style plus orienté classique, Valverde par exemple dedans. C'était le début des diffusions en intégralité où on était tout content de passer 6 heures devant la télé et les favoris ils bougeaient dans les 5 dernières minutes seulement. Donc il y avait peut-être ce ressenti un peu plus froid qui apparaissait là-dessus. Alors que là, franchement, justement pour la communication médiatique, ça marche bien et ça passe bien. Et on a aussi le contraste justement où on le voit oser aller sur des endroits où il n'a pas gagné. Alors certes, il écrase la grande majorité des courses qu'il fait, mais... Il n'y en a pas beaucoup des endroits où il n'a pas gagné, mais oui, en effet, de ce qui vient là sur Paris-Roubaix. Mais il ose venir dans Milan-San Remo et dans Paris-Roubaix. Et ça, quand on aime Pogačar ou pas, ça fait un grand bien en cyclisme. Oui, c'est toujours sympa de voir des coureurs venir un peu partout et de voir un vainqueur du Tour de France s'aligner au départ d'un Milan-San Remo, d'un Paris-Roubaix. Ce qu'on peut un peu plus reprocher à Jonas Vingegaard par exemple, qui vient quasiment jamais sur des courses d'un jour. Ouais, après, regarde le résultat. Oui, ça a pas marché sur le championnat d'Europe, même si il avait aussi la fatigue derrière de la Vuelta où qu'il a fini malade. Oh, enfin, prends Pogačar, la première fois qu'il vient sur le Tour des Flandres, il fait n'importe quoi, il se fait battre comme un cadet. Hein. Ah oui,
Bon, il fait quand même 4ème. Il finit pas 80ème. Non, mais Ah, par mais en rapport au mec qui ont couru, il avait couru le final de ce Tour des Flandres là, comme a couru Thibaut Gruel à Paris-Tour. Hein. Oh, qu'on en parle de ça. On va en reparler après. On va en reparler après, ouais. Mais enfin voilà quoi, faut venir. Enfin, il y a des courses qui sont très spécifiques, Milan-San Remo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix. C'est rare les coureurs qui viennent et qui le gagnent dès la première édition. En général, faut venir et se casser les dents dessus. Et Milan-San Remo, là, ça fait 4 ans d'affilée qu'il se casse les dents dessus parce que ouais, juste y aller en bourrinage absolu dans la Cipressa, ça fait battre leur corps de montée, mais quand tu fais ça sur du 4%, tu fais pas tout exploser les gros culs qui peuvent te taper au sprint derrière. Le Tour des Flandres, il a fait n'importe quoi la première fois, il a compris comment il fallait changer ça derrière. À Paris-Roubaix, comme Milan-San Remo, c'est compliqué au premier abord, à voir comment il va aborder ça par la suite. Et même l'Amstel, j'ai envie de dire, une course où il n'y a pas de montée de 2 km, où il peut juste accélérer, lâcher tout le monde dans la roue, creuser l'écart dans la montée et gérer derrière. C'est moins son terrain, mais il ose y venir quand même. On va dire, entre guillemets, le point faible de Pogačar, c'est quand il faut jouer un petit peu plus finement, tactiquement. Intelligemment. Quand il faut faire autre chose. Mais c'est le souci du AE, dès qu'il faut faire autre chose, de juste on bourrine, on est les plus forts et on lâche tout le monde, ils savent pas faire. Mais ils gagnent tellement que... ils gagnent tellement en faisant ça parce que les courses, faut absolument rendre des parcours de plus en plus difficiles parce que faut que les favoris viennent et faut qu'on soit absolument certain que c'est un grand nom qui gagne parce que sinon c'est pas bien pour vendre la course aux sponsors et tout ça. Mais ouais, donc forcément ça rend plus facile les courses chiantes. Oui. Et puis le fait qu'on voit UAE qui là cette saison, ils en sont déjà à 94 victoires. Bon, ça risque d'être un poil compliqué peut-être pour arriver au 100, mais pour la symbolique, ça serait marrant. Mais oui, ils gagnent. Au pire, ce sera l'année prochaine. Oui, voilà. Et le pire, c'est qu'ils font ça sans sprinter. Hein. Ne respecte pas Molano comme ça, s'il te plaît. Ouais, Juan Sebastián Molano, au mieux, c'est 1 ou 2 victoires par saison. C'est pas Mark Cavendish qui pouvait en taper 15 par an. Non, c'est le meilleur sprinter sud-américain, quand même. S'il te plaît. C'est vrai. Pardon, Ansel, notre défenseur des coureurs sud-américains. J'avais oublié, en effet. Bon, voilà, pour Tadej Pogačar, permet de mettre un peu les choses au clair, sans trop spoiler non plus. J'imagine que quand on fera le podcast sur les coureurs qui ont marqué la saison, on dira que Pogačar est le meilleur coureur de l'année. Là, j'imagine que vous allez pas me détromper. Ça permet comme ça de l'évoquer et on pourra en profiter à ce moment-là. Les votes, hein. On peut déjà voter et fermer les votes en même temps, je pense. Mais comme ça, on pourra parler d'autres coureurs. Pour ceux qui veulent un classement objectif du meilleur de la saison, il y a le classement UCI. Oui, tout à fait. Enfin, alors là, après, on va parler de... que le barème, il est bien fait, donc bon, après, on va parler de un autre débat. Voilà, on va parler de subjectivité du barème et tout, etc. Sinon, il y a le PCS ranking, hein. Oui, alors tous les barèmes sont subjectifs, écoute. Si tu veux, on va dire qu'on va prendre en compte le classement des victoires, et puis peut-être qu'à la fin de la semaine, Paul Magnier il va être devant, on sait jamais. Bon, on verra ça. Bon, voilà, en tout cas pour Tadej Pogačar, ça permet de faire un petit peu le point là-dessus, et de remarquer que ce qu'il fait est historiquement exceptionnel aussi. C'est pas mal. Je sais pas combien de statistiques on pourrait sortir sur Tadej Pogačar, sur sa saison, sa carrière. Je crois Geoffrey t'avait noté le fait que il devenait le premier coureur après Eddy Merckx avoir remporté 3 monuments la même saison. Le seul avec Eddy Merckx à avoir gagné 3 monuments. Donc ça. Eddy Merckx l'a fait 4 fois. Reste à Pogačar à récidiver maintenant. Qui sont obligés. Ou à continuer à s'aligner sur des courses qu'il a pas gagnées. Hein. Oui, tout à fait. Et parce que voilà, pour l'instant, il n'a remporté ni Milan-San Remo ni Paris-Roubaix. Donc il va lui rester encore ou d'autres. Même d'autres. Voilà, on lance l'invitation pour le Grand Prix de Fourmies, par exemple. Par exemple. Pour le coup, ça serait plus challengeant que de remporter Paris-Roubaix, limite. Hein, mais bon, il y a encore des choses à faire. Il y a pas mal
pas mal de courses à les remporter, quand on sait comme par exemple un Primoz Roglic, secrètement il aimerait bien remporter un petit peu toutes les courses par étape d'une semaine World Tour. Pogačar, il y en a pas mal qu'il n'a pas remporté évidemment non plus. On va évoquer à présent l'autre course de ce week-end, en l'occurrence Paris-Tour. Vous en avez un petit peu parlé avec quand même la grande image marquante qui était de voir Paul Lapéra et Thibaut Gruel qui se sont regardés dans le final. Déjà, d'ensemble, bon, j'imagine qu'avec tout ce qui s'est passé sur ce Paris-Tour, bon, ça va être compliqué de faire un résumé, mais on a Paul Lapéra et Thibaut Gruel qui sont sortis dans une petite bosse à 38 km de l'arrivée, il me semble. Puis on a un groupe de 5 coureurs qui est devenu 4 ensuite, qui est sorti sur la fin d'un chemin de vigne, il me semble, sous l'impulsion de Christophe Laporte, suivi par Stefan Bissegger, Albert Wiesen Philipsen et Matteo Trentin. C'était Mathias Vacek qui avait suivi avant de craquer ensuite. Et donc le groupe de 4 qui revient sur Paul Lapéra et Thibaut Gruel dans le dernier kilomètre. Et Matteo Trentin qui s'impose finalement au sprint devant Christophe Laporte et Albert Wiesen Philipsen. Bon, du coup, j'imagine que Paris-Tour, c'est la course que vous avez préférée de ce week-end ? Oui, entre les deux, c'était bien plus plaisant à suivre, avec les retournements de situation, avec de l'animation, avec du suspense, avec plein de choses, même avec du n'importe quoi aussi. Oui, parce que c'est aussi ça le cyclisme, quoi. C'est pas forcément toujours très logique, limpide. Anselme, toi aussi, à moins que tu nous aies préféré victoire de Matteo Malucelli sur le Tour du lac Tahoe. Non, ouais, même pour être honnête, j'ai pris pas mal de plaisir à suivre l'arrivée à Europa en début d'après-midi sur le trophée. Est-ce que t'as râlé comme Christian Scaroni que les UAE ne lui laissent pas une place sur le podium Non. Bah non, en plus, parce qu'en plus on a Rondel qui fait podium. Non, mais j'ai vibré derrière Tchoumil, bien sûr, que j'ai espéré à un moment qu'il puisse suivre Yates, mais bon, ça finit par 2 UAE sur le podium. Ah oui. Le résultat n'est pas terrible, hein. Mais non, mais on a presque cru à un Rondel qui battrait Yates. Donc ça fait vibrer forcément. Et donc Paris-Tour, à côté, t'as quand même vibré aussi. Ah ouais, je me suis marré. Le final. Oh non. Pour ceux qui ont fait du vélo, chez les jeunes, il y a une phrase qu'on dit souvent, c'est « appuie aussi fort que t'es con ». Franchement, Gruel et Lapéra aujourd'hui, Pogačar il les suit pas. Alors pour le coup, je vais les défendre, ils n'ont pas appuyé très fort sur les pédales dans le final. Ah bah non. non, sinon ils s'envolaient. Parce que mais c'est vraiment le move de Gruel qui se retourne là, pour regarder derrière la moto. L'image elle est incroyable. Enfin, c'est lunaire. Alors, ouais, justement, tu mets les pieds dans le plat. Toi, avec justement cette image un peu qui est marquante, c'est ça qu'on va retenir principalement de ce Paris-Tour. Lapéra et Gruel qui se regardent quasiment sous la flamme rouge et qui se font reprendre. Pour toi, la faute, elle est à mettre sur Thibaut Gruel ? Bah ouais. Lapéra, bon, il a Bissegger derrière, mais on va dire, ça se tient. Gruel, il faut qu'il roule. Au pire, tu fais 2. Bon, alors par contre, et pareil, il y a Decathlon derrière. Enfin, Bissegger qui vient parler puis qui se met à rouler comme un bourrin. Pourquoi ? Enfin, tenter un truc. L'autre, ça fait 40 bornes qu'il est devant à passer des relais, machin. Et toi, tu l'emmènes au sprint avec Laporte et Trentin dans sa roue. Enfin, c'est... Bon, il n'y a rien calé dans le final, il n'y a rien calé. C'était... non, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Hugo, qu'est-ce que tu dirais, toi, de ce qui s'est passé sur ce dernier kilomètre ? Est-ce que, pour toi, c'est Lapéra qui est en tort, c'est Gruel qui est en tort, ou peut-être aucun des deux ? Pour moi, de ce que j'ai compris, c'est Lapéra qui arrête de rouler peut-être un peu trop tôt. Mais voilà, Gruel ne fait pas tout pour gagner non plus. Enfin, ne se laisse pas faire en quelque sorte. Donc je pense que les deux ont une part de responsabilité, mais j'aurais plutôt tendance à dire que Lapéra a peut-être été un peu trop... aurait dû attendre plus avant de commencer à jouer à ça. Mais non, au moins ça donne des images divertissantes. Ah, ça c'est sûr, oui, mais c'est vrai que oui, quand Paul Lapéra commence à refuser les relais à 1 km 300 de la ligne, il y a peut-être ce côté où on peut dire que
1 km 300, c'est peut-être un peu tôt de l'arrivée, Ça, il sachant fait ça, qu'il y avait que Non. seulement quelques secondes d'avance sur le groupe de contre. Mais c'est ça, il fait ça à 500 mètres de la ligne, et ça peut peut-être le faire quand même, parce que Mhm. ça peut se regarder derrière aussi. Geoffrey, toi, qu'est-ce que tu dirais de cet affrontement de regard entre l'APA et Gruel dans le dernier kilomètre? Que les deux sont fautifs à arrêter de relayer aussi tôt, avec une avance aussi faible. Maintenant, on reste sur deux coureurs qui sont assez jeunes, hein. Même si, même si Paul Lapera, ça commence à faire plusieurs années qu'on le voit. Pour dire, c'est que sa deuxième année où il a des résultats de très très haut niveau et il doit avoir que 25 ans, si je dis pas de bêtises. Et ça fait partie des choses qui vont les faire apprendre, mais je pense qu'il y a aussi une faillite dans ce qui se passe dans les voitures. Parce que là, on sent tellement que les deux sont arrêtés de rouler parce qu'il y a un mec qui leur a dit gueuler dans les oreillettes d'arrêter de rouler à la flamme rouge. Parce que là, c'est vraiment quoi. La flamme rouge, paf! D'un seul coup, plus rien. Ça se met à se regarder, ça fait plus aucun effort. Oui, parce que j'ai vu Thibaut Gruel après l'arrivée qui disait je voulais qu'il m'emmène l'Apéra et être derrière. On me disait de ne pas craquer dans la radio. Je m'aurais d'envie d'y aller et lui non plus n'a pas craqué. Donc, C'est ça. Les deux dans les oreillettes, on leur disait n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Et résultat, bien fait pour les deux équipes qui sont même pas sur le podium. C'est dommage pour les coureurs, mais oui. voilà. Est-ce que faudrait pas enlever les oreillettes du coup? Est-ce que c'est pas un débat qu'on pourrait avoir? Encore une fois, Est-ce qu'il aurait pas pu se passer exactement la même chose sans les oreillettes? sans les oreillettes, c'est pas aussi caricatural parce que ça se fait pas Non. pile à la flamme Ouais, rouge ça avec va un pas. arrêt Je pense aussi qu'il y aurait- soudain. Il y aurait des espèces de coups d'œil derrière pour voir où ils sont, des trucs comme ça. Ça Et aurait t'aurais été très pu- marrant aussi, hein, mais... Et t'aurais pu avoir un autre type de finale où ça essaye de s'attaquer et puis ça se relève et ça repart. Là, non, ça roule, d'un seul coup, paf, ça roule plus. Ouais, mais au final, grâce à eux, du coup, on a un sacré podium avec 2 super classic man et un futur, probablement un futur très bon coureur, donc Oui, parce que Albert Wisen-Philipsen, faut pas l'oublier trop longtemps, mais il a le même âge que Paul Sexas. Il fait une Ouais, saison puis aussi, lui, le Danois. il a un petit enchaînement là sur les semi-classiques de fin saison. C'est quand même sacrément costaud. On va rappeler qu'il a mais il notamment était remporté déjà- le Paris-Roubaix Espoir cette année. Ouais, et puis il était déjà là sur le Down Under, il était pas ridicule. Donc ouais, non, c'est quand même sacrément costaud. Je crois qu'il avait été, il avait été champion du monde junior En VTT. en VTT sur route en 2023. Donc lui aussi il touche un peu à tout, même s'il est plus classic man par rapport à Paul Sexas. Sexas plus grimpeur, Philipsen plus classic man, on va dire. Mais ça fait partie de ces nouveaux noms qu'on voit comme ça, qui peuvent se mettre en évidence en fin de saison. Bon, Thibaut Gruel aussi est jeune, hein, il a 21 ans, il me semble, et lui en plus est le tour, donc ça aurait été encore plus marquant pour lui de gagner. Mais c'est vrai que j'avais vu aussi ce que je trouvais intéressant en interview d'après-course, c'est justement Thibaut Gruel qui disait on est un peu stupide de se regarder dans le final, mais je me suis dit oh et puis merde, c'est qu'un jeu, je vais m'amuser. Je voulais gagner, j'ai joué, mais quand je franchis la ligne 5ème, c'est sûr que c'est dur. Parce qu'il y a pas ce côté où finalement c'est un peu bon bah on l'a tenté, tant pis, c'est que pareil tour, c'est pas trop grave. Puis Thibaut Gruel, on va dire, les deux sont dans une phase où aussi ils apprennent et si tout se passe bien, même juste si tout se passe normalement pour eux, des belles victoires, ils en auront par la suite. Et je pense que pour Thibaut Gruel, c'est un véritable apprentissage de voir ce qui peut se passer, à quel point ça peut tourner mal très vite, parce que là, forcément, à froid, c'est un peu retombé, mais on le voyait très déçu quand il passait la ligne. Même si derrière, pour Decathlon G2R, c'était quoi le projet pour derrière ensuite Bissegger qui lance l'Apéra au sprint face à Laporte et Trentin. Le projet avait aucun sens. Ah, clairement. Je comprends pas que Bissegger... Enfin, tout le monde attend à ce que Bissegger tente, mais qu'il Et non, essaye au moins. Bissegger, il passe devant et il roule fort. Franchement, il essaye sur 100 mètres, il voit que ça marche pas, ok, roule pour l'Apéra, on s'en fout. Mais essaye. Enfin là, c'était... Il a fait lunaire. poisson pilote. Par contre, moi, je suis pas d'accord sur le fait de... Tu dis qu'ils en gagneront des... C'est pas sûr, hein. Enfin, sur le papier, ouais, c'est des jeunes prometteurs, mais rien ne dit qu'ils vont gagner d'autres grands tours. Hein. Ils ont peut-être... Enfin, d'autres grands tours. D'autres grandes courses. Là, ils ont peut-être ruiné leur chance de gagner la plus belle... Bon, l'Apéra, elle a déjà le championnat de France.
Mais c'était peut-être de leurs plus belles victoires, là. Peut-être que derrière, il y aura plus rien. C'est un peu à l'image de Del Toro. Ok, sur le papier, il a tout pour gagner des grands tours. Mais enfin, il a acheté un Giro par la fenêtre. Ça se trouve, il en gagnera jamais d'autres. Moi, je trouve que trop souvent, les gars se disent bon, allez, c'est pas grave si je gagne pas. Et puis au pire, il y en aura d'autres. On n'en sait pas. On sait pas. Pour toi, Anselme, il n'y a pas de ce qu'on pourrait dire un peu défaite d'apprentissage? Si, ils apprennent. Mais c'est pas parce que tu perds bêtement que tu vas forcément rebondir. Même sans parler de niveau, tu vois, il suffit qu'ils aient une mauvaise gamelle, un truc, et puis c'est fini derrière. Donc, enfin, franchement, c'est bête. Et ça se trouve, bon, j'espère pas pour eux, mais ça se trouve, Gruel, il gagnera rien d'autre, et il s'en mordra les doigts dans 30 ans encore. C'est pas ce que je lui souhaite, hein, mais. Oui, mais un peu le côté toute victoire est bonne à prendre, il faut pas cracher dessus. Ah ouais. Et puis on en a vu des gars qui, Cunego, il gagne le Giro en 2004 hyper jeune, on lui annonce Mont et Merveille, derrière, il fera plus un podium de grand tour. Il y a d'autres raisons qui poussent à ça aussi. Mais oui, c'est le côté où certes tu es jeune, mais tu sais pas ce qui va t'arriver derrière. Egan Bernal, si on prend plus récemment. Ah bah ouais. Depuis son Giro 2021. On peut comparer à un coureur aussi après sa première victoire, on en amène d'autres derrière. Dès qu'on s'appelle pas Pogacar, parfois faut prendre le risque de perdre pour réussir à aller la gagner, parce que si on court après tous les lièvres, on se fait avoir aussi derrière. Oui. Donc il y a un équilibre comme ça qui a trouvé. Toi, tu retiens plus quoi, le fait que ils ont entre guillemets misé gros pour tenter de gagner, ou le fait que ils ont surtout perdu? Ils ont surtout perdu. Maintenant, ce que j'espère, c'est que les deux, ça leur dise que si leur instinct leur dicte quelque chose, même si le mec dans les oreillettes il gueule ce qu'il veut, dans le final d'une course, qu'ils écoutent un peu leur instinct. Je dis pas que ça va nécessairement tout le temps leur réussir, mais le cyclisme en général gagnera à ce que les coureurs s'émancipent des ordres qu'ils ont juste dans les oreillettes. Parce que sinon, on regarde les directeurs sportifs se faire une partie en multi de PCM et puis ça reviendra au même. Oh j'ai peut-être ma chance, hein, je vais envoyer un CV. Écoutez, ça y est, on sait jamais, Anselme. Attends. Après aussi, par rapport à ce Paris-Tour, on va quand même évoquer le vainqueur, Matteo Trentin, qui s'impose pour la 3e fois sur Paris-Tour. Il devient le 2e coureur à avoir gagné les 2 versions de Paris-Tour. Il s'était imposé avant le changement de parcours en 2015 et 2017, et il s'est à nouveau imposé depuis. Yellow Valley, il l'avait également fait 2014 et 2019, donc il a connu les 2 versions. Très probablement, il n'y aura pas d'autres coureurs qui devraient y arriver, à moins il reste John Degenkolb et Fernando Gaviria, qui n'ont pas encore pris leur retraite, qui ont gagné l'ancienne version de Paris-Tour. Gaviria, c'est pas l'ancienne version, c'est une autre version. C'est l'ancienne version bis particulière. C'est parce que c'était une version sans côte. 260 bornes sans côte, parce qu'il y avait les mondiaux de Doha dans la foulée. Tout à fait. Donc c'est vrai que c'était une version particulière. Ouais, puis Gaviria maintenant, faut penser à 300 mètres, il l'a encore fait ce matin à Ganji. C'est comme ça qu'il avait gagné Paris-Tour. Hein. Il a pas lancé à 300 mètres quand il gagne Paris-Tour. Il lance plus loin. Mais il arrive à surprendre tout le monde. Mais maintenant, c'est compliqué, parce que à chaque fois, il lance à 300 mètres et à 100 mètres, il n'y a plus rien sous le capot. Oui. Mais pour Trentin, il y a aussi le fait que du coup, il devient co-recordman des victoires sur Paris-Tour. Tout à fait. Parce que j'avais pas tilté à ça avant que mais j'avais en tête une victoire pour lui dessus, mais non, il en avait déjà 2, donc il égale le record de Zabel et des quelques autres. Tout à fait, il égale Eric Zabel qui avait gagné 94, 2003, 2005, Guido Reibrook 64, 66, 68, Paul Maille 41, 42, 45 et Gustave Danels 34, 36, 37. Donc ça remonte pas mal, hormis Eric Zabel. Mais oui, en effet, ils sont du coup 5 coureurs à avoir remporté à 3 reprises Paris-Tour.
ce qui est pas rien. Et concernant du coup Matteo Trentin, comment est-ce qu'on peut qualifier sa victoire? Est-ce que peut-être on va dire c'est une victoire de malin, de filou? J'ai envie de dire, en opposition aux deux autres, c'est une victoire intelligente. Quand je disais deux autres, c'est Gruel et Lapera. Mhm. Mais bon, je sais pas s'il était malin, mais en fait, il a couru juste dans le sens où dès que la porte se relevait un petit peu, bah, il y allait, il prenait le relais. Il a jamais laissé en fait vraiment de temps d'arrêt dans le deuxième groupe pour tout le temps garder les deux autres à portée de, on va dire, enfin suffisamment proche pour qu'il y ait de l'espoir. Et derrière, quand Bissegger prend le relais, il se met en dernière position tout en maîtrise. Et bah, dès que ça lance, il fait son effort direct pour déborder tout le monde. Et après, bah, enfin, il a plus qu'à tenir jusqu'à la ligne. Mais enfin, arriver avec un mec comme Trentin sur un sprint en petit comité, c'est du suicide. Hein. Enfin, c'est un excellent finisseur. Il se rate rarement. Donc, on va dire son seul vrai raté, c'est sur les mondiaux de 2019. Mais derrière, quand il faut, il conclut. Et donc là, non, c'est, j'ai envie de dire, une victoire à son image, hein, où il a été peut-être pas forcément le plus fort, mais il connaît sa pointe de vitesse et bah, il fait ce qu'il faut pour en profiter. Hugo, est-ce que c'est aussi la conclusion que tu tires de ce Paris Tour que Matteo Trentin, dans ce genre de configuration, il est redoutable? Oui, c'est ça. Bah, j'allais dire même, je sais plus si c'était je crois que c'était la première fois où Pogacar avait tenté Milan-San Remo, où c'est lui qui faisait la cassure. Enfin, il a une science de la course aussi avec l'expérience qui est assez importante. Et je pense que voilà, il a fait la course juste. Il a fait son travail sans trop en faire. Peut-être que Laporte en a peut-être un peu trop donné, notamment dans les relances, les choses comme ça, où c'était souvent Laporte qui mettait. Peut-être que c'est là que la différence finale se fait. Mais et quand même, pour rester dans ce groupe-là, il fallait aussi avoir les gens. On a vu un Vacek qui était en très grande forme sur les deux tiers de la course et puis qui a craqué finalement. Donc c'était une victoire intelligente, effectivement, mais il fallait déjà les jambes pour être là, quoi. Oui, c'est vrai. Puis c'est vrai que déjà voilà, pour être dans ce dernier groupe, il fallait être très fort. Et on a pu le voir pour tous. Est-ce que peut-être Christophe Laporte, c'était le plus fort de la course, vu tous les efforts qu'il a fait, ou pas? Bah, il a montré aux autres, en tout cas, qu'il était très fort. Donc ça l'a forcé à faire plus d'efforts que d'autres, notamment Trentin, qui du coup avait un peu plus de jus dans le final pour le battre au sprint. Après, je pense que c'est une bonne course pour sa confiance à Laporte après la saison qu'il a fait. Oui. Il a dû en faire un peu trop et puis il devait pas être serein de son sprint parce que pas forcément en confiance. Même si sur Binche, il est tout à fait correct. Mais derrière, entre ce qu'il a montré et tout, moralement, sa deuxième place va sûrement lui rester en travers de la gorge, mais elle va lui faire du bien pour la saison prochaine. Et puis, bah, il est d'ailleurs, enfin, il a encore le Tour de Hollande cette saison. Cette semaine, ouais. Et donc, non, c'était important, je pense, pour lui de peser sur la course parce que c'est vraiment un parcours qui lui convient parfaitement. Et bon, il échoue de pas grand chose, mais d'être vraiment en jeu pour la victoire et d'être peut-être le plus fort, c'était vraiment quelque chose c'est une bonne chose, je pense. C'est vrai qu'après toute la saison très compliquée qu'il a connue Christophe Laporte, son dernier grand résultat, c'était Paris Tour l'année dernière qu'il avait remporté. Sinon cette année, il n'a pu reprendre que en août. Ça a été très très compliqué à cause d'un virus qu'il avait fortement embêté l'hiver dernier, puis tout le début de saison. Donc il a pu comme ça se montrer revenir, se relancer. Ça forcément c'est toujours intéressant et bien à prendre en compte pour la suite, donc ça pourrait le lancer pour la saison prochaine. Et un petit mot pour finir, parce que justement la saison prochaine, il y a un coureur qu'on ne verra plus, enfin pas plusieurs coureurs qu'on ne verra plus, mais notamment un qui avait remporté à 2 reprises Paris Tour, c'est Arnaud Démare qui a tiré un trait sur sa carrière ce dimanche, qui a disputé sa dernière course à l'occasion de Paris Tour.
mais il n'a pas réussi à remporter de victoire sur cette saison 2025, ce qui fait finalement, je crois que c'est sa seule saison sans victoire, mais sans pour Arnaud Démarre qui était passé professionnel en 2012. Je ferai petit mot sur Arnaud Démarre qui a quand même 97 victoires en carrière, notamment un bilan sans Remo en 2016. Ça, et puis des étapes du Tour, des étapes du Giro, vraiment un beau palmarès. On peut presque avoir le regret quand on le voit finir à 97 victoires de se dire que c'est dommage qu'il n'ait pas su aller plus loin, parce qu'il y a eu au cœur de sa carrière par moments où on se disait qu'il était un peu trop sprinter quand on l'espérait coureur de classique, ou un peu trop orienté classique quand on le voyait encore comme un top sprinter. Mais c'est clairement un des tout meilleurs Français que le cyclisme nous a proposé dans ce 21e siècle. Déjà, c'est le Français qui a le plus gagné au 21e siècle. C'est ça. Puis il a permis aussi de faire partie des coureurs qui, dans les années 2010, ont permis de relancer le cyclisme français après une décennie 2000 quand même très très morose. Et ces différentes victoires, d'abord dans le circuit entre guillemets secondaire, donc les principales courses qu'on appelle aujourd'hui Pro Series, ou les petites ou les plus petites World Tour, parce que dans sa première année pro, il tape quand même les meilleurs sprinters à Hambourg. Oui. Mais voilà, du coup, c'est un peu une page qui se tourne avec la retraite quasiment en même temps de lui et d'Adrien Petit. Qui avait fait 1 et 2 au Mondial Espoir. Qui avait fait 1 et 2 au Mondiaux, c'est ça, à Copenhague il y a 14 ans. Tout à fait. Et donc, c'est sur le côté un peu gazier, routier sprinter, c'est un peu une petite page du cyclisme français qui se tourne. Mais bon, d'un autre côté, on parlait juste avant de toute une jeune génération qui arrive, et il y en a beaucoup d'autres. Et si on peut avoir autant, je pense, de bons coureurs français aujourd'hui qui sont très prometteurs, c'est pour ce que des coureurs comme Arnaud Démarre ont fait dans la décennie précédente. Oui, c'est vrai que c'est Parce qu'il fallait vraiment reconstruire ce que la France peut proposer au cyclisme de haut niveau. C'est vrai que oui, c'est le dernier à prendre sa retraite de cette génération Pinot, Bardet, on va rajouter aussi Nasser Bouhanni, de cette génération 90-91 qui ont beaucoup marqué dans les années 2010. Et là maintenant on a toute cette nouvelle génération, et à l'image un peu de l'Arnaud Démarre de 2025, ça serait un peu Paul Magnier, on va dire, qui est à une quinzaine de victoires déjà cette saison. Donc ça permet de voir que il y a quand même un sprinter qu'il va falloir suivre sur les prochaines saisons, très prometteur, très intéressant. Mais voilà, ça permettait d'évoquer Arnaud Démarre qui a pris sa retraite ce week-end. Eh ben écoutez, avec tout ça, on va arriver à la fin de ce podcast. Merci beaucoup Anselme, Geoffrey et Hugo de m'avoir accompagné pour revenir sur ce week-end, Tour de Lombardie, Paris Tour, et d'avoir fait ce petit focus sur la saison de Tadej Pogačar, qui, sans trop de suspense, est le coureur de l'année. Je pense qu'il sera élu sur tous les différents concours, et puis même parmi nous sur le groupe Eto, quand ça sera l'heure des votes au moment venu. Donc voilà, merci beaucoup. Pour finir, quand même un petit mot aussi, on a une pensée évidemment pour les proches de Guillaume Di Grazia, comme vous pouvez l'entendre évidemment, comme à chaque chasse-patate dans le générique. Guillaume Di Grazia qui nous a quittés cette semaine. Donc forcément, on a une pensée évidemment à ses proches. Pour continuer Chasse Patate, eh bien, on se retrouvera la semaine prochaine pour le prochain podcast. Ça sera évidemment pour parler du parcours du Tour de France qui sera dévoilé jeudi 23 octobre. Vous pouvez déjà vous le noter sur votre agenda. Et eh bien, écoutez, en attendant le prochain Chasse Patate, eh bien, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et Blue Sky. Merci à toutes et à tous, et à bientôt dans Chasse Patate.